Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous autour de cette rencontre consacrée au métier de dessinateur et d'illustrateur, plus précisément au Luxembourg. Donc c'est le deuxième round, j'ai envie de dire, de cette série de rencontres aujourd'hui au SOBD. Donc je suis toujours en compagnie de Andy, Sabrina, et on a une nouvelle invitée qui est Marion Dengler. Bonjour Marion. Bonjour. Alors, on va parler de votre métier de dessinateur et illustrateur, mais avant, moi, j'aimerais qu'on revienne sur vos parcours respectifs. Alors, par exemple, toi, Sabrina, est-ce que tu es autodidacte? Est-ce que tu as suivi des cours? Est-ce que tu es allée dans une école spécialisée? J'ai toujours adoré dessiner et en fait mon rêve d'enfant était de devenir écrivain. Donc j'ai toujours aimé raconter des histoires que j'illustrais et c'est effectivement à partir du moment où j'ai découvert les mangas avec Naruto que je me suis dit ah tiens bah en fait être mangaka c'est très cool aussi et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc à 14 ans j'ai pu auto-éditer mon tout premier livre que j'ai rapporté au prof au lycée. Regardez, j'ai fait un livre, est-ce que vous voulez me l'acheter? Les profs ont dit oui, donc les profs étaient très cool. Donc, comment tu avais fait? Tu l'avais imprimé toi-même chez toi? J'ai tapé dans Google comment imprimer un livre et j'ai pris la première imprimerie que j'ai trouvée. Il était très moche, mais c'était mon premier livre et j'étais très fière. Et du coup, grâce à ça, je l'ai aussi proposé dans un magasin de beaux-arts en dépôt-vente pas loin de chez moi, chez qui j'ai commencé à donner des cours de manga quand j'avais 16 ans. Et donc, c'est là aussi où, vu qu'ils avaient les affiches cours de manga et tout, que j'ai pu trouver mes tout premiers clients. Donc, où j'ai illustré des salons, des logos pour des salons de beauté. Et ensuite, il y a eu des auteurs indépendants qui m'ont contacté. Et après, j'ai découvert le monde des salons, donc où j'ai commencé les conventions. Et c'est là où vraiment je me suis dit, tiens, il y a encore d'autres artistes qui font ça, donc c'est possible. Mais normalement, tu n'étais pas dirigé vers la bande dessinée et le dessin. Non, parce qu'en fait, c'était toujours très compliqué. En fait, je gagnais de l'argent de poche qui était très bien en tant qu'étudiante, mais ce n'était pas suffisant pour couvrir les coûts de vie au Luxembourg, quoi. Donc, c'est pour ça j'ai fait un BTS d'assistante de direction. Mais du coup, pendant cette période, j'ai continué à faire les salons, les clients, les commandes. Et en fait, en dernière année d'études, j'avais tellement de clients que j'ai dû les refuser. Donc, je me suis dit, bon, si j'en suis à ce point-là, autant diplôme, fini, et puis j'y vais, quoi. Donc, c'est là, juste après le BTS, que tu t'es dit, je vais être autrice de bande dessinée, je vais vivre du dessin. Disons que j'avais toujours ce rêve depuis que j'étais jeune, mais c'est effectivement à partir du moment où j'avais ces clients et où j'ai pu me mettre full-time, où je me suis dit que ça pourrait vraiment être un vrai métier. Et toi, Andy, quel est ton parcours? Tu as suivi des cours dans une école spécialisée ou... Oui, j'étais à Bruxelles, à l'Institut Saint-Luc, où j'ai fait 3 années d'études de bande dessinée. Mais avant ça, en fait, j'ai toujours adoré regarder les bandes dessinées avant que je savais lire. Puis, il y a 6 ans, j'ai eu mon premier Batman. Et là, c'était vraiment... La révélation. Ça a changé ma vie. J'ai tellement accroché que je lisais que ça. Même à l'époque, il n'y avait pas trop... Le marché n'était pas aussi présent chez nous. Et il y avait un magazine quand même qui parlait aussi beaucoup des dessinateurs. Et c'est là que j'ai compris que c'était un métier en fait. Avant, c'était des livres, je ne me demandais pas d'où ils venaient. Et là, j'ai vu, voilà, il y a des gens derrière ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je veux faire ça. C'était à mes 15 ans environ. Et donc après mon bac, un bac artistique, je suis allé à Bruxelles pour faire des études de BD, ce qui m'a vraiment aidé parce que pour moi, j'avais pas les bases nécessaires avant. Je ne savais pas comment y prendre vraiment pour faire une vraie bande dessinée. Il y a beaucoup de gens que je connais qui font des trucs super bien, qui n'ont jamais vu une école artistique de l'intérieur, mais qui font des trucs super géniaux. Ils sont autodidactes et ils font des trucs que moi je ne pourrais jamais faire. Mais pour moi, ça m'a beaucoup aidé d'apprendre les règles quand même. Et ta première bande dessinée, alors, c'était à quel moment? Mon première planche rémunérée, c'était dans le Superjump, la première BD luxembourgeoise que Le tout le héros monde... national. Voilà, c'est ça. Donc je venais juste de finir l'école et j'avais fait un dessin de Supergem que j'avais envoyé à ces auteurs. Et ça leur a tellement plu qu'ils m'ont proposé de faire une planche dans l'album actuel de ce moment-là. Et comme ça, j'ai rencontré Lucien Chouga, le scénariste, et ça m'a directement permis d'avoir avec lui une série en 2005 en 3 tomes. Donc peu après mes études, j'avais directement la chance d'être lancé
sauvagement comme ça sur le marché luxembourgeois, en fait. Le marché luxembourgeois. Et est-ce que tu lisais d'autres types de bandes dessinées à part le comics? C'est bien parce qu'on a même la musique, la sirène, le comics. C'est Ouais, bien, Batman n'est pas loin, je crois. ouais, Batman va arriver. Disons que j'ai commencé comme tout le monde, je crois, avec les Disney, les classiques Tintin, Astérix, Lucky Luke. Après, il y avait les comics. Et au lycée, j'avais une période de manga où je lisais que des mangas. Je crois qu'il y a quelque chose qui attire les jeunes au manga, je ne sais pas ce que c'est, même quand je donne des cours de BD à des jeunes de nos jours. À cet âge-là, tout le monde est attiré par les mangas. Et tu disais quel type de manga? Dragon Ball, surtout. J'adore Dragon Ball. Mais je lisais un peu tout. Il y avait L'Habitant de l'Infini, que j'aimais bien. Chevalier Zodiac aussi, mais je préférais quand même là, pour une fois, le dessin animé. Mais à un moment, il y avait une sursaturation. Et à ce moment-là, il y a un copain de ma sœur qui m'a introduit au Previews, ça s'appelle. C'est un catalogue où on peut commander les comics 3 mois à l'avance. Donc, et c'est là vraiment que le comics m'a vraiment encore plus pris jusqu'au trip. Et c'est là que je me suis dit, voilà, c'est ça que j'adore. Et toi, à quel moment tu t'es dit je serai auteur de bande dessinée, dessinateur? C'était à mes 15 ans. Vraiment? Donc Ouais. tu savais à 15 Ouais. ans que, voilà, et que Pendant rien que- pouvait aller contre ça. Non. Non. Tous les week-ends, tous les soirs, quand mes copains ils sortaient en boîte ou je sais pas quoi, moi j'étais là en train Toi, de... tu dessinais. Ouais, vraiment, ouais. Et puis aussi, heureusement que mes parents étaient aussi... C'est ce que j'allais te ouais. dire, ouais, tes parents t'ont Ouais, accompagné. ils, Ouais. étaient- mais ils m'ont toujours dit, voilà, on va te soutenir, mais viens pas pleurer après parce que ta sœur, elle a un vrai métier, tu vois pas. Ah, parce que c'est pas un vrai métier. Non, je dis ça toujours Ouais. moi, non, mais vraiment, ils étaient très soutenants, mais en me mettant en garde que ça va pas être facile et que voilà, chaque parent veut la meilleure vie pour ses enfants, mais ils ont quand même vite compris que pour moi, la meilleure vie, c'est de faire ça parce que je peux rien faire d'autre et je veux rien faire d'autre. Et voilà, donc. Toi aussi, ta famille t'a soutenu? Oui, Ouais. mes parents étaient vraiment dès le départ très supportifs. T'ont jamais dit ça ne fait jamais ce métier, c'est précaire. Bah, comme Ils t'ont Anne- quand même mis en garde un petit peu. Comme Andy dit, les parents veulent toujours le meilleur pour les enfants. Donc, je sais que mon père, à un moment, il me disait que ça serait quand même plus safe de faire prof de dessin, comme ça tu as les vacances pour dessiner. Mais bon, après, je pense que c'est vraiment à partir du moment où ils voyaient quand même qu'il y avait les clients qui venaient, même alors que j'étais encore étudiante, qu'il y avait les Là, ils se sont dit, conventions, il y c'est avait bon, les gens. ouais, Oui. C'est surtout aussi parce que c'était un monde qui n'était pas connu au Luxembourg. Mhm. On avait un seul dessinateur, Roger Hanner, qui faisait ça. Donc, c'était un peu ma carte à jouer. À mes parents, oui, regarde le Roger, je vais faire comme Roger Hanner. Et là, c'était OK. Je veux être Roger Liner. C'est ça, ouais. Presque. Non, mais il y avait quelque chose de concret. C'était pas genre, oui, je voudrais faire un truc fantaisiste comme ça, mais c'était, voilà, il y avait quelque chose de concret, quelqu'un qui a réussi. Et donc, du coup, ça leur donnait une petite idée dans quelle direction ça pourrait Et aller. ça les rassurait. Oui, en plus, comme au Luxembourg, tout le monde connaît tout le monde, donc ils sont venus avec moi au festival, ils ont rencontré Roger Lucien, et tout le monde aime Roger Lucien, donc c'était plus facile de ce côté-là, en fait. Et toi, Marion, quel est ton parcours dans le dessin et la bande dessinée? Bah, j'ai commencé à lire les BD avec les magazines allemands Mickey Mouse et Lustiges Taschenbuch, mais nous avons aussi les Tintin et les Lucky Luke à la maison. Mais c'est seulement quand j'ai commencé à lire les mangas que j'ai dit je veux aussi devenir dessinateur. C'est trois de choses BD. qui vous rassemblent, les mangas. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu lisais comme manga? Le premier manga que j'ai lu, c'était Cardcaptor Sakura de Clamp. Et après, c'était des différentes choses, mais aussi des séries de Shonen Jump, aussi, comme Dick Rayman, quelque chose comme ça, avec des éléments fantaisistes toujours, ce qui me plaît le plus. Et alors, je ne suis pas autodidacte complètement parce que j'ai aussi fait des études à Berlin. Quel type d'études tu as fait? Les études de graphisme, mais avec spécialisation en illustration, parce que je voulais faire des BD. C'était pour ça que je suis déménagée à Berlin pour mes études, parce que je voulais toujours dessiner les BD et faire des illustrations, mais principalement les BD. Et c'était pas possible au Luxembourg? C'était compliqué?
Il n'y avait pas d'université ou d'école d'art, alors et mon français n'était pas si bien, alors j'ai décidé à chercher quelque chose en Allemagne. Et Berlin, c'est une grande ville avec beaucoup d'opportunités, je pense. Alors j'ai choisi de déménager à Berlin pour mes études et il y avait aussi beaucoup d'écoles d'art là. Alors j'ai eu plus de chance. Mais la majorité des projets, je les ai à Luxembourg et pas à Berlin. C'est grâce à la SPL que j'ai beaucoup de projets ici à Luxembourg. Et je n'ai pas eu encore du temps de m'établir à Berlin comme ça. Et même question, à quel moment tu t'es dit je serai dessinatrice? Très jeune ou? Oui, quelque chose à 10 ans, quelque chose comme ça parce que j'ai commencé à lire les mangas très jeune. C'est ça. Et à partir de quand tu as commencé à en vivre? C'était en 2020. 2020, quand j'ai participé à Fortification et qu'il y avait aussi d'autres projets que j'ai gagné suffisamment d'argent pour, euh, Kassenverdecken. Oui, les factures. Payer les factures, oui, c'est ça. Et à partir de ce point-là, j'ai eu de travail Régulier. régulier, oui. Régulière. On en a un petit peu parlé dans la précédente rencontre. Vous alternez aussi des travaux de commande avec vos bandes dessinées. Donc c'est quelque chose de régulier aussi pour toi. Est-ce que tu fais beaucoup de travail de commande? La majorité des BD que j'ai fait, c'est à cause de la SPL. Et c'était toujours des Donc projets. l'ASBL, je le rappelle, c'est un collectif d'auteurs, d'autrices, mais aussi de passionnés de bande dessinée. C'est ça, oui. C'est une association, ça s'appelle les Amis du 9e art. Donc ça englobe des collectionneurs, fans, créateurs. Tout le monde qui a un lien avec la bande dessinée peut participer. Donc toi, Marion, tu as eu des commandes via la SBL, c'est ça? Oui, c'est par exemple l'Université de Luxembourg qui a commandé des BD pour aussi une anthologie sur les sciences. Et Mondorf les Bulles, c'est une autre anthologie qu'on a fait. Et l'année prochaine, je fais un livre avec un éditeur dans une série de livres de BD. Et oui, j'ai plein de projets et malheureusement, je n'ai pas de temps de travailler sur ma propre BD, mais je ne peux pas Plaindre. oui, je ne peux pas me plaindre trop parce que c'est l'état idéal qu'on a suffisamment de projets pour vivre. Et tu travailles aussi pour d'autres entités au Luxembourg, en Allemagne? Maintenant, pas encore, mais j'espère qu'au futur, j'ai plus de projets divers, que je ne suis pas si dépendant de la SPL comme Voilà. ça. On l'a vu tout à l'heure, Andy, on va quand même rappeler aussi que toi, tu es auteur de bande dessinée, mais tu travailles aussi beaucoup sur commande. Oui, surtout au début de ma carrière, j'ai presque que fait des commandes. Donc en fait, j'avais fait une page de le Superjump, ce qui m'a amené à faire de l'Estrita, ça s'appelait. C'était une histoire de chevalier. Mais à l'époque, c'était vraiment. Je gagnais rien dessus presque. C'était vraiment. C'était super cool pour moi d'avoir ma série publiée et tout. Avec mais Lucien, c'était. C'était avec Lucien Chouga, oui, le scénariste. Et donc ça m'a beaucoup appris. Et comme je dis, c'était chouette d'avoir ma propre série. Mais pour en vivre, je faisais que des commandes. Surtout, j'avais la chance parce que Lucien, il travaillait dans une agence de publicité. Donc, il m'a fait entrer là. Et j'ai vraiment fait la plupart de mon chiffre à ce moment-là qu'avec des publicités. C'était en 2003, 2004, ça a commencé. Et le problème, c'est qu'à un moment, je faisais tellement de commandes que
je me suis un peu perdu, que j'étais vraiment épuisé, j'étais vraiment au burn-out parce que pendant une dizaine d'années, je faisais ça 7 jours par semaine, presque matin et soir. Je faisais que travailler pour pouvoir payer les factures. Et surtout, j'ai perdu de vue un peu mon objectif, qui était en fait de faire des bandes dessinées. Donc, je faisais vraiment tout ce qu'on me proposait comme boulot d'illustration. Et même ça ne me plaisait plus à ce moment-là. J'avais vraiment perdu l'envie du dessin en soi. Donc, je me suis ressourcé un peu en faisant un projet personnel pour moi. Il y a l'image qui va apparaître, ça s'appelle Toy and Tank, vraiment où je faisais la BD juste par le plaisir de la BD. Je donnais des cours de BD à des enfants et en voyant leur créativité, ça m'a un peu remis en selle aussi. Et le fait de leur expliquer les bases, je me suis remémoré pourquoi je voulais faire de la bande dessinée. C'est ça qui en est venu. Donc à partir de ça, j'essaie d'altérer un peu les commandes et mon projet personnel au point que je peux en vivre quand même assez, mais j'ai assez de temps libre pour me permettre mon bébé là. Mais quel est le pourcentage entre bande dessinée et commande? Maintenant, ça a commencé à être plus intéressant parce qu'on a maintenant beaucoup de BD de commande, ce qui est cool. Et aussi, je me suis promis que peu importe quel projet c'est, même si c'est un projet qui sur le papier sonne vraiment pas sexy du tout, de faire un truc qui me plaît, de m'amuser. Même quand c'est un truc sur le tri des déchets, de le faire quand même d'une façon que je m'amuse à le faire. Et ça m'a vraiment redonné envie de dessiner aussi. Donc, Alors Sabrina, avant d'avoir 1000 exemplaires de livres dans ta cave, par quoi tu as commencé? Tu as commencé par des commandes? Oui, donc en fait, comme j'avais dit, on commence quand j'étais indépendante ou quand je n'étais pas encore indépendante, parce que c'est Bah, quoi? juste après ton cursus scolaire. Donc, mon cursus scolaire, j'ai eu la chance d'avoir déjà beaucoup de clients pour tout ce qui va être cours de dessin. Donc, je donnais des cours de dessin par Internet. J'allais dans les écoles et puis j'avais également beaucoup de commandes. Donc, c'était ça qui me permettait beaucoup d'en vivre, ainsi que les conventions en fait. Après, effectivement, comme Anne dit, j'ai aussi en fait une grosse phase où j'ai fait un burn-out, justement parce que je prenais tout, parce qu'au début, je pense que quand on est jeune, on accepte un peu tous les travaux simplement parce qu'on se dit déjà c'est compliqué d'avoir du travail dans l'illustration, et donc je prends n'importe quel tarif, je prends n'importe quel projet, et puis je l'ai fait parce que je dois survivre en fait. Et effectivement, au bout de 3 ans avec cette mentalité-là, j'ai fait le burn-out. Et en fait, ça en était vraiment au point où j'étais devant ma feuille, j'étais en train de dessiner, j'avais le crayon en main et puis je tremblais devant ma feuille et j'avais des nausées et des palpitations. Donc c'est ça qui m'a effectivement fait décider d'arrêter les commissions justement pour vraiment me concentrer sur ce que moi j'avais envie de faire. Et d'où le fait que je me suis focalisée plus sur les cours de dessin, les conventions et YouTube, où je me dis, il y a tellement de façons différentes pour chacun de vivre en tant que dessinateur, mais il faut trouver la nôtre. Et effectivement, avant, par exemple, où je faisais les commissions, bien sûr, il y en avait que j'ai adoré faire, mais ce n'était pas fait pour moi. Et il y a d'autres artistes qui s'en sortent très bien avec, mais je pense que c'est vraiment chacun doit trouver un équilibre, peu importe ce que les autres disent. Moi, maintenant, je pourrais dire aussi aux autres dessinateurs, fais ci et fais ça, mais ça ne collera pas à leur personnalité. Et à quel moment tu es passé à l'auto-édition? L'auto-édition, c'était vraiment depuis que j'avais mes 14 ans, donc chaque année au lycée, je pondais un livre par année en fait. Ah même, ouais, déjà là. Ouais. Mais tu le vendais à qui? À tes profs, à tes camarades? Oui, je le distribuais au lycée. On avait la bibliothécaire qui le mettait sur le comptoir. Mais tu le distribuais, tu le vendais ou gratuitement? Ah ben non, je le vendais, Tu le vendais, oui, ouais, c'est ça. Ouais. s'il vous plaît. Non, je le vendais au lycée. Donc d'abord c'était mes profs, après c'était sur le comptoir à la bibliothèque. On avait une librairie locale où je le mettais en dépôt-vente. Mais c'était vraiment petit tirage comparé à maintenant, quoi. Voilà, et les grands tirages, ça a commencé vraiment quand? Les palettes de manga. Les fameuses palettes. Ça a commencé avec le premier Illustrated Fairy Tales qui était en 2019. Oui, donc c'est là vraiment où je me suis rendu compte que j'avais un public suffisant en fait pour me permettre de faire les palettes, parce qu'effectivement l'éditeur
l'imprimeur avait dit que c'était minimum 200 exemplaires qu'il fallait imprimer pour avoir cette qualité. Et du coup, je m'étais dit, bon, je vais faire minimum les 200. Mais si je me souviens bien, j'avais déjà plus de 100 qui étaient partis pour les précommandes. Donc c'est là où j'ai fait un tirage plus grand et du coup j'en étais je crois à 350 exemplaires qui me paraissaient énormes. Et en fait c'est 3 ans après où j'ai dû faire une réimpression. Donc en fait le deuxième tome, là je suis partie sur la palette. Et on l'a évoqué un peu tout à l'heure aussi, tu fais appel au financement participatif. Mhm. Oui. Donc ça permet vraiment aux auteurs de créer tout en étant rémunérés et surtout vu qu'on a souvent des gros frais à avancer en fait pour imprimer, ça permet en fait de faire quasiment des précommandes où on va récolter d'abord l'argent, ce qui permettra après justement de financer le livre. Et même question pour Andy, comment tu arrives à comptabiliser la part entre produits dérivés et vraiment bande dessinée manga? Il faut savoir que de mon côté, je fais un manga à peu près tous les 3 ans. Sachant que du coup ça va être vraiment une année de préparation, travail, mais les 6 mois avant la sortie, c'est hyper intensif où je ne fais que ça. Et donc là, par exemple, tout le reste de l'année, en fait, je me suis déjà préparée d'avance parce que je savais, là maintenant, je vais essayer de faire tant et tant de festivals et c'est ça pour pouvoir avoir suffisamment d'argent de côté pour faire ce livre. J'ai aussi fait des demandes à des organismes pour avoir des financements pour être soutenu pendant la création. Ah, justement, ça c'est une question intéressante. Est-ce que vous recevez des aides du gouvernement luxembourgeois ou d'autres aides européennes? Ça dépend toujours des projets. En fait, on a effectivement des organismes qui nous permettent de faire des demandes. Là, par exemple, j'ai eu la chance d'être soutenue par le ministère de la Culture pour mon prochain livre qui sortira en juillet maintenant. Mais après, il y a d'autres organismes qui m'ont refusé. Je pense que ça dépend toujours du projet, de ce qu'on fait, Toi, tu fais appel aussi, Andy, à des aides, des subventions d'ailleurs. Non, parce que moi, justement, mes projets personnels, c'est vraiment des trucs que je fais par plaisir, donc j'ai pas cette pression de devoir en vendre, en fait. Donc, je fais un très petit tirage que je peux me permettre sans me ruiner d'investir, et après, avec l'argent qui rentre, je peux en réimprimer. Mais comme je ne vis pas des livres, à part les commandes, pour les commandes, je suis payé à la page, donc je suis payé pour mon travail, et après, je passe à autre chose. Donc, je n'ai pas ce stress de devoir vendre à une convention, donc j'y vais plus par... pour moi, c'est pas quand je vais en festival, c'est presque aller en vacances, en fait. Je revois les copains, on passe un bon moment, on papote et tout ça, et on rencontre des lecteurs et tout ça, on fait des dédicaces, mais il n'y a pas ce côté oh, je dois absolument vendre autant de livres pour rentrer dans mes frais. Donc c'est une grande chance que j'ai à ce moment-là de pouvoir avoir ça plus relax en fait. Parce que j'ai après la pression justement sur les commandes à ce moment-là. Marion, est-ce que tu utilises l'auto-édition aussi? Oui, pour ma première BD, j'ai aussi fait l'auto-édition, mais c'était aussi un tirage très petit, alors c'était pas si cher et c'était une BD que j'ai seulement vendue aux conventions et aux salons de BD et c'est tout ce que j'ai fait et maintenant je n'ai pas encore demandé des subsides parce que je n'ai pas de projet à moi que je dois financer moi-même parce que tous les autres projets, ils sont financés à travers la SPL. Alors, dans la rencontre précédente, on a évoqué, donc je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas entendu, on a parlé du statut des auteurs avec Andy et Sabrina. Toi, par exemple, tu as quel statut? Parce que j'habite en Allemagne, j'ai le statut de Kleinunternehmer, alors une petite entreprise et c'est tout ce que l'État doit savoir de moi pour faire les impôts correctement. Et c'est ça. Je suis aussi membre de l'association des illustrateurs en Allemagne. Mais pour le reste, c'est seulement que je suis une petite entreprise et ça suffit pour
tout le reste. D'accord, donc tu as des cotisations pour un système de sécurité sociale, de retraite, des choses comme ça ou... Oui, pour les artistes, il y a une Krankenkasse, une caisse de maladie pour les artistes spécifiquement. Oui. Et donc tu parlais du groupe, du collectif d'illustrateurs. Qu'est-ce que ça te permet de... Ça t'aide aussi dans ton travail? Il y a du soutien, il y a des conseils? Il publie des livres sur les droits d'auteur, sur les droits de l'illustrateur. Il offre aussi des conseils pour les avocats, pour le droit, des choses comme ça, afin que les illustrateurs peuvent chercher de l'aide pour des raisons de droit sans devoir payer trop de monnaie. Trop d'argent, ouais. Trop d'argent, Ouais, oui, ouais. c'est ça. Et alors par exemple, justement, on va rester sur la thématique de l'argent. Toi, tu as fait le choix de rester en Allemagne, c'est ça? Oui. C'est pour des questions d'argent? Pas que, mais... Aussi, ouais. mais principalement, oui. Ouais. Oui, parce que je n'ai peu de bezuelen. Also Tu peux das, te payer, te permettre d'investir trop d'argent. oui, je ne peux pas habiter à Luxembourg, C'est ça, par oui, c'est exemple. vrai. Les loyers. Oui, les loyers, c'est ça. Toi aussi, Andy, ou alors c'est par rapport à ta famille Moitié-moitié. Non, ma famille est toujours au Luxembourg. Ouais. Mais Et je veux dire ta famille, ta femme. voilà, j'ai fait des études à Bruxelles. J'ai rencontré ma femme à l'école BD. On est resté 10 ans à Bruxelles et après on a redéménagé à la frontière luxembourgeoise, en fait. Belgique, Luxembourg, France. C'est moins cher. Ouais, mais c'est quelque chose d'important parce que le logement, c'est un poste hyper important. Oui, donc, c'est toujours bien. Vu comme surtout que je travaille à la maison. Donc, Et donc, toi, Sabrina, tu vis toujours au Luxembourg? Oui. Ouais. Je n'en ai pas l'air, mais je suis l'une de ces luxembourgeoises toquées pure et dure qui se dit je reste au pays, je ne vais pas de l'autre côté. Même si je dois payer le reste de ma vie pour une maison, quoi. Donc, oui. Ouais, mais tu sens quand même que c'est un poids lourd, par exemple, l'hébergement. Ça a un énorme impact parce qu'effectivement, depuis, comme on le disait dans la table ronde précédente, avec les conventions en fait, qui sont en train de chuter, il y en a certaines où le revenu, je ne fais plus qu'un tiers de mon revenu habituel. Donc effectivement, avec un prêt immobilier au Luxembourg, c'est compliqué et c'est effectivement cette année où je me suis dit, ça commence à être un peu compliqué, d'où le fait que j'ai recommencé à faire plus de cours de dessin, par exemple, parce que c'est ça qui permet quand même d'avoir un revenu plus stable. Et tes camarades luxembourgeoises et luxembourgeois, dessinateurs et dessinatrices, sont dans la même situation? Je crois qu'on n'a jamais vraiment parlé du logement, en fait. Non, mais parce que c'est important quand même. Oui. Parce qu'on est toujours face au cliché des luxembourgeois et du Luxembourg. Vous êtes plein d'argent, mais non, mais il faut sortir de ça aussi. Bah, c'est ça, surtout quand je vais en convention, j'ai souvent des Français qui me disent « Ah, vous êtes du Luxembourg ?» Ouais, on ne peut pas être parfait. Ce qui peut aider, c'est quand tu as le conjoint qui a un bon poste déjà. Oui. Ça, il y a... Bon, ma femme est graphiste indépendante, donc on est tous les deux dans le même bateau. Mais il y a souvent des gens qui, justement, il y a le conjoint qui est prof, donc ça peut déjà aider. Ouais. Et donc, est-ce qu'on peut vivre correctement, parce que c'est un peu l'angle, la question générale de cette rencontre, est-ce qu'on peut vivre du dessin? Survivre? Vivre ou survivre? Marion? Toi, tu avais l'air de dire que ça allait. Ça dépend ce qu'on veut faire, parce que quand on gagne de l'argent comme illustrateur, on ne peut pas faire des vacances n'importe où ou sortir. Faire la fiesta. Faire la fête, sortir toutes les semaines, quelque chose comme ça, et qu'on ne peut pas acheter n'importe quoi. Alors il faut vivre frugalement, je pense. Donc tu dois faire attention. Oui. 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 Et toi, Andy, tu vis ou tu survis? Moi, je suis toujours surpris. Ça fait maintenant depuis 20 ans que je fais ça et tous les jours, je me réveille, à part quand j'avais des baisses de régime, mais sinon, je trouve ça
incroyable que Que tu puisses vivre de que ta je fais passion, ça, ouais, quoi. ouais, 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 que bon, ok, je fais que ça, je m'investis vraiment énormément dedans, mais justement à ce moment-là, c'est faisable. Et justement aussi grâce à la situation spéciale du Luxembourg, qui est un petit pays, qui fait en sorte que quand j'ai commencé, on était tellement peu nombreux de le faire que le marché était très, très vaste, très large. Donc j'ai eu facilement un boulot par-ci, par-là. Souvent, au début, c'était par la famille, donc le beau-frère qui avait besoin d'un projet, et puis après, le cousin de ma mère a besoin d'un projet, et puis quelqu'un a vu ça, et comme c'était en petit, tout le monde connaît tout le monde. Et maintenant, ça se rétrécit? oui, oui, ça oui, oui. Donc avant, c'était pas du pistonnage, mais c'était justement le fait que je pouvais faire le boulot, donc on m'a pris parce que j'étais un des seuls de le faire. Donc c'est vrai que maintenant, pour plusieurs raisons, ça diminue un petit peu, mais justement, j'ai quand même aussi la chance d'avoir eu le temps de m'installer, d'avoir une réputation, disons, aussi par le fait de travailler tout le temps, donc je tenais mes délais toujours, j'étais toujours à l'écoute et tout ça, donc il faut s'investir, il faut donner beaucoup de soi et faire des sacrifices, entre guillemets. C'est vrai que vacances, pas trop ça, week-end, souvent c'est pas trop ça. Donc il faut avoir justement, on n'a pas d'enfant, ma femme, elle vient du même milieu, donc elle comprend aussi, parce que j'imagine qu'on est avec quelqu'un qui comprend pas, qui tolère pas, là c'est très difficile. Ta femme, elle est graphiste, mais indépendante? C'est ça, oui. Ouais. Ouais. Donc elle a l'habitude que le soir, quand elle est devant la télé, en fait je travaille sur la table du salon, donc là elle a son bureau à elle, et là c'est la télé, donc moi je suis là jour et nuit. Donc elle travaille, elle est là, elle regarde la télé, elle est là, et on est toujours ensemble quand même. On n'a pas fait notre casque chacun, mais elle a l'habitude de ça. Donc même quand on part en vacances, j'ai normalement toujours du boulot avec moi, j'ai ma tablette graphique ou mon papier, et je peux pas autrement, je veux pas autrement, mais il faut juste que j'ai une balance, une hygiène de vie qui me permet quand même de pas trop m'essouffler en fait. Et justement, en 20 ans, est-ce que tu as vu une amélioration, une dégradation de ta situation? Ou une stagnation? Disons qu'il y a le métier qui rentre plus, donc j'ai une espèce de routine que je peux sortir un projet potable avec peu d'efforts. Quand je suis vraiment pas bien, je peux quand même sortir quelque chose de bien dans les délais, ce qui n'était pas évident avant parce qu'on n'a pas encore le métier, donc on galère plus, on met plus de temps. Mais je sens quand même que d'un point de vue psychologique, parfois c'est plus dur, parce qu'il y a aussi de plus en plus de contraintes de nos jours, rien que comment illustrer quelque chose avec, pour pas froisser quelqu'un, pour pas faire quelque chose qui pourrait être vu comme pas correct. Puis après aussi tout ce qui est droit d'auteur, tout ce qui est des restrictions partout, plus aussi, comme dans tous les métiers, l'administration est de plus en plus importante. Parfois, il y a des semaines où je fais que des mails, des visioconférences, et je dessine pas une seule case pour mettre en place des projets éventuels, peut-être pour plus tard. Donc, on s'épuise, on met beaucoup plus d'énergie dans le truc ailleurs que dans le dessin, ce qui est très dommage. Mais ce qui vient quand même au fait que le moment où on dessine, on est plus heureux encore qu'avant. Parce que justement, c'est enfin, je peux souffler, je suis dans ma bulle et j'ai je fais produit ça. quelque chose. Et surtout, la série, c'est quand on est payé pour. Parce que encore maintenant, quand quelqu'un veut me payer pour faire des petits bonhommes, c'est la meilleure chose du monde, quoi. Et toi, Sabrina, c'est pareil, tu vis ou tu survis, ou alors cette situation te convient ou tu t'aimerais l'améliorer? Ça dépend. Effectivement, vu que cette année était très compliquée, j'ai eu beaucoup de complications, que ce soit entre les conventions qui ont commencé à couler. J'ai eu des problèmes aussi avec mes fameuses palettes, en fait, où j'avais 4000 € de livres qui sont arrivés sous la pluie, pas protégés, qui sont tombés dans les égouts parce que le camion s'est cassé avec la palette. Euh, aussi, j'ai mal compris ma comptabilité, donc après la TVA, tout d'un coup, je me suis retrouvée avec 6 000 € de TVA à sortir d'un coup. Je me suis dit, je ne les avais pas anticipés.
Donc effectivement, en plus avec le prêt immobilier que j'ai depuis l'année dernière, il y a tout qui s'est emmêlé. Donc effectivement, la dernière année, j'étais un peu plus en mode survie, où j'ai eu des moments où j'ai considéré effectivement à me dire, est-ce que ce serait pas le moment maintenant de changer de métier et de Ah, faire carrément. un autre truc? Mais en fait, j'y reviens toujours. C'est vraiment, on a genre une semaine à se morfondre et à pleurer partout. Et puis après, on se dit, non, ça va, Toi aussi, comme ça, j'arrive. oui. Ouais. J'ai fait à deux reprises aussi de chercher à gauche et à droite qu'est-ce que je pourrais faire, mais j'ai rien trouvé d'autre. Marion, non, ça t'arrive aussi de te poser des questions, de te dire bon, j'arrête tout, je laisse tomber. Je ne sais pas quoi faire d'autre D'autres chose, alors on est contraint de le faire. Mais après, je pense que bon, de mon côté, j'ai aussi un caractère qui est très fort et combattant. Donc je me dis, bah écoute, Fifi, c'est de ta faute, tu as choisi d'habiter au Luxembourg. Donc maintenant, tu assumes tes responsabilités, quoi. Et t'as pas Et- pensé à déménager? Non. Mais je me dis vraiment aussi, bah, le monde a évolué. Par exemple, avec le milieu des conventions, ce n'est plus la même. Donc, pour moi, en tant qu'entrepreneur, je me dis, bah, ce n'est pas au moment de changer. Si je veux continuer à vivre là-dedans, c'est à moi de faire en sorte que ça fonctionne. Est-ce que tu dois faire des sacrifices aussi, parfois, dans tes choix? Oui, quand même. Bah, je pense que c'est aussi surtout au niveau social. Quelque chose qui revient souvent, c'est quand j'ai parfois des amis qui veulent me voir, je dis, attends, je regarde mon agenda parce que j'ai le projet là, je dois faire ça, là je dois sortir la vidéo YouTube, là je suis en voyage pour des conventions, là j'ai ci. Donc je sais qu'effectivement, c'est souvent, je fais toujours passer mes projets pour avancer en fait, plutôt que tout le reste. Justement, sur les projets, est-ce que vous travaillez sur plusieurs projets en même temps, Marion? Oui, c'est souvent le cas que les projets développent, Sont se croisent, et alors qu'on a le temps de travailler sur ce projet-là pendant qu'on a aussi l'autre projet. C'est, oui, c'est- souvent on est forcé de travailler comme ça parce que ça ne va pas d'une autre façon. Andy aussi? Tout le temps, ouais. Ouais. C'est- Mais tu le fais, si je pose la question, c'est pour savoir si vous le faites pour avoir plus d'argent ou alors si vous le faites parce que vous avez la possibilité de le faire. L'un va avec l'autre, je Ouais. crois. Souvent, c'est genre, oui, il y a un projet, j'aurais besoin de 4 mois, j'ai 2 mois, je le fais. Mais entre-temps, il y a un autre projet qui arrive, je le fais aussi, donc on jongle un peu. Et puis aussi, ça me plaît d'un côté parce que si je faisais toujours la même chose, même si je faisais que ma série à moi, je m'ennuierais. Et ça que j'adore aussi, c'est ce côté, il y a toujours quelque chose de nouveau, parfois même les commandes. Donc tu arrives à suivre de front à la fois la série et les commandes. Ouais. Plusieurs commandes, ouais, c'est... Parce que c'est... D'un côté, il y a le stress de l'indépendant, de devoir payer les factures, mais de l'autre côté, il y a aussi le plaisir de travailler sur différents trucs. Et quelque chose d'imprévu. On a toujours peur, cette année, je ne vais pas avoir de projet, et quand même, quelque part, ça fonctionne. Et je ne sais pas, quand j'ai commencé, j'avais un truc, voilà, je vais arriver là, je vais travailler pour Marvel et DC, et après, ça, et ça, et ci, et ça, et je suis toujours pas arrivé là, j'ai toujours essayé, mais maintenant j'ai abandonné ça aussi. Mais ça reste frais à ce moment-là. Toi, Sabrina, quand tu travailles sur un manga, est-ce que tu fais d'autres choses en parallèle? En fait, vu que de mon côté, pour en vivre, j'ai principalement les conventions et les cours, c'est vraiment daté, donc c'est fait et après je peux m'organiser sur ce que je veux pour le reste. Pour moi, ça fait depuis ouais, ça fait depuis un moment en fait où je décide vraiment toujours de mes gros projets de l'année, où j'en prends maximum 3. Donc là maintenant, depuis 2 ans, c'est vraiment toujours YouTube, où j'ai travaillé vraiment pendant 3 ans, si on relâche toujours, pour la faire monétiser. Ma boutique en ligne avec les produits de convention et mon manga. Et en fait, j'ai un caractère qui fait que je n'aime pas m'éparpiller et prendre par là, par là, par là. Donc ça, c'est effectivement là où j'ai la discipline, où je me dis, par exemple, ce mois-ci, je me mets à fond, je prends assez de vidéos pour avoir 3 mois de vidéos pré-programmées sur YouTube, par exemple. Et après, je vais me mettre vraiment à fond un mois sur le manga ou bien un mois pour refaire toute la boutique en ligne. Donc moi, c'est vraiment cyclique. Quand je me mets sur un projet, j'aime bien être vraiment à fond dedans. Alors, il est déjà bientôt le terme de notre rencontre. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, n'hésitez pas.
pas de questions? Oui. Est-ce que vous êtes dit au départ que ça allait être aussi dur que ça? Est-ce que vous êtes dit au départ que ça allait être aussi dur que ça? Je retranscris la question. Oui. Oui. Non, tu savais que tu allais en baver en fait. Ouais. Non, parce que c'est quand on est indépendant, on doit toujours organiser toutes les choses soi-même. Alors, il faut être organisé, il faut être. On n'est pas sûr quand on a suffisamment d'argent à la fin du mois, et alors je savais que ce serait un peu plus dur euh, que c'était différent d'être employé comme ça. Moi, j'avais une vision plus naïve et plus romantique au début. C'était vraiment l'artiste. Je ne suis pas inspiré aujourd'hui, donc je ne peux pas travailler. Et à un moment, quand le deadline arrive, on se dit, OK, il n'y a pas d'inspiration qui doit venir, donc T'as pas d'autre choix. Ouais. tu y vas, tu fonces. Et c'est comme ça que tu apprends aussi. Mais c'est vrai qu'au début, on voit que le côté, je vais dessiner toute ma vie, c'est trop cool. Mais après, il n'y a malheureusement pas que le dessin, donc il y a tous les à côté que je n'avais pas prévu comme ça. Et c'est toujours ces trucs-là qui font le plus peur. J'ai jamais eu peur que de rater un projet, mais de rater d'envoyer mes documents à temps à mon comptable, ça me fait plus stresser que... Tout ce qui est administratif. Ouais, c'est... ça, tu as la phobie administrative. Tout à fait, Et toi, Sabrina? Pour moi, j'ai beaucoup vécu au début avec énormément de peur parce qu'on me disait que ce n'était pas un vrai métier. Et je me demandais aussi d'où viendront les clients. Et puis, au début, j'avais peur des autres artistes jusqu'à ce que je rencontre Andy, qui était très gentil. Et en fait, pour moi, c'était vraiment la conception de... Il n'y a pas beaucoup, y a pas beaucoup de travail, les artistes vont se poignarder un avec l'autre, donc on doit vraiment prendre les projets par-ci par-là, on ne doit pas faire confiance à personne. Et donc au début c'était vraiment compliqué, après grâce à l'association j'ai vraiment réussi à trouver des collègues qui étaient très respectueux, avec qui on pouvait bien s'échanger. Donc, et après, j'avais quand même aussi toujours cet autre côté où je suis très ambitieuse et je fonce avant de réfléchir. Donc pour moi, c'est aussi quand on me dit, tu sais, le dessin, c'est pas un vrai métier, je sais, je vais te montrer. Donc ça contrebalançait toujours. J'ai mes moments où je me dis, pauvre petite chose, ça va pas aller. Et l'autre, non, allez, on y va. En fait, ça qui est chouette aussi, on est tellement peu nombreux. Si vous allez en bas à notre stand, c'est à peu près la moitié de la communauté vraiment qui produit régulièrement des BD. Non, c'est vrai. Donc on est tellement peu nombreux, on est tous tellement différents. Et même si le pays est tellement petit, il y a assez de boulot pour tout le monde. Donc parfois même, je reçois une commande, c'est soit j'ai pas le temps de le faire, soit j'ai pas envie de le faire, soit c'est pas un truc pour mon style à moi. Donc on essaie toujours de le filer à quelqu'un d'autre pour s'entraider. Donc il n'y a pas du tout ce truc de concurrence ou de quelqu'un pourrait avoir plus que moi. Même au contraire, vraiment, je crois qu'on est quand même une espèce de collectif vraiment. C'est presque une famille. Ouais, voilà. Ouais, parce qu'on est tellement différents qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent nos problèmes, alors que nous, on a tous les mêmes problèmes. Donc c'est aussi un groupe de soutien psychologique parfois même. On peut peut-être dire un mot à propos de groupe de soutien psychologique de la SBL aussi. Oui, c'est ça justement. Ouais. C'est vraiment aussi quand je vais en festival à l'international, parce que je crois que ça c'est des problèmes qui sont à l'international, ça n'a pas un truc spécifique à Luxembourg. On travaille tellement longtemps dans notre petit coin, et le fait de sortir et de voir d'autres gens qui sont dans la même galère, ça peut aider aussi. Donc, tu as senti aussi un changement depuis, je ne sais pas quand est apparue la SBL, mais tu as senti un changement, ça vous a beaucoup aidé, je pense, en tant qu'auteur, autrice de bande dessinée. Oui, parce qu'avant, j'avais que Roger Lanner, avec justement l'auteur de Superjump, qui est décédé malheureusement en 2016. Et avec lui, tous les mois ou tous les 2 mois, on se voyait dans un restaurant et on pouvait enfin parler de tout, et surtout ce qui nous embêtait, et qu'on ne peut pas parler avec d'autres gens, parce que c'est vraiment un métier tellement à part que, surtout au Luxembourg, où tout le monde a un métier très formaté et très... pas aussi fantaisiste qu'être dessinateur BD, donc on ne peut pas comprendre quand on ne l'a pas vécu. Et ça fait du bien justement d'avoir des gens
avec qui on peut partager ça. Madame? Est-ce que vous sentez qu'il y a une différence entre les clients luxembourgeois et les clients, par exemple, allemands? J'imagine avec Marianne, tu dois peut-être aussi travailler avec des Allemands ou toi, on dit avec des Français ou des Belges, étant donné que Alors, tu vas à Luxembourg. je vais retranscrire la question. Est-ce que vous sentez des différences entre les clients, entre le Luxembourg, l'Allemagne ou d'autres pays? Bah, je pense qu'avec les clients allemands et les clients luxembourgeois, de mon expérience, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais aussi, il faut dire que je n'ai pas encore eu des clients allemands dans un grand nombre. Alors, je ne sais pas dire beaucoup sur ces choses-là. Moi, je parlerai plutôt des conventions, vu que c'est là où je trouve la plupart des clients. Là, je trouve que c'est très important que peu importe le pays, en fait, on doit vraiment cibler les conventions, parce qu'il y en a vraiment qui sont plus familiales, il y en a où on a un public plus jeune qui vient pour s'amuser, il y en a où on a un public plus jeune mais qui vient pour acheter. Donc, en fait, ça dépend vraiment des lieux où on va cibler. Je crois que pour moi, il n'y a pas de différence entre les différents pays. Il y a des clients compliqués partout. Il y a des clients, la plupart sont très agréables. J'ai beaucoup de... Pardon? Même en termes de budget. Même en budget? Budget, c'est plus intéressant au Luxembourg. Ouais. Mais sinon, niveau doué, parfois, j'avais une fois un client où j'avais demandé s'il pouvait m'envoyer son logo en haute définition. Et il m'a demandé mon numéro de fax. Donc, c'était... Ou bien il y a des gens aussi, ça c'est aussi bizarre, des gens qui viennent vers moi, qui veulent un boulot que je leur fasse et ils ne savent même pas ce que je fais. Ils sont après surpris par mon style de dessin, alors que comment ils sont venus vers moi s'ils ne savent pas ce que je fais, c'est très bizarre en fait. D'autres questions? Oui. Est-ce qu'en France, il y a l'équivalent de la SBL? Bon, il y a le collectif des auteurs et d'autrices de bande dessinée, oui. Il y a le SNAC, Syndicat national des auteurs aussi. Je crois qu'il y a différents volets, Ouais. c'est vraiment, ça englobe plusieurs trucs. Après, Et en plus, c'est sur un niveau national directement, comme c'est tellement petit, automatiquement, Ouais. ça paraît plus grand. Ouais, et en France, c'est plus des syndicats pour aider par rapport au statut des auteurs. Vous, ça regroupe plein de choses, en fait, c'est ça? Oui. Quoique le statut, ça, c'est pas trop notre... Ouais, c'est ça. On essaye justement de rassembler assez C'est d'informations, très large, ouais. voilà, pour aussi pouvoir guider les gens. On apprend nous-mêmes aussi plein de trucs, mais c'est plus aussi pour nous imposer quelque part pour pouvoir savoir, voilà, on va là pour demander ça, ici aussi justement pour les générations après, on espère pouvoir leur faciliter un peu le chemin. Peut-être aussi faire une roadmap en quelque sorte où voilà, tu dois faire ça, ça, ça et ça. Et aussi par le fait que nous, on s'est déjà incrusté en quelque sorte, que les gens savent qu'on est là. Et que voilà, il y a des dessinateurs et ils ont besoin de ça, ça et ça. Sachant que pour la France, en fait, je recommanderais quand même aussi le Webtoon Café qui est également ici à SOBD. Bon, là c'est vraiment très niche vu qu'on va parler de Webtoon, mais effectivement je les suis depuis leur début en fait sur Instagram et ils font effectivement beaucoup de prévention. Ils expliquent aussi comment l'univers du Webtoon fonctionne. Ils ont des auteurs qui travaillent, qui créent justement leur propre Webtoon et souvent ils prennent aussi eh bien leurs auteurs avec en convention justement pour se développer. Donc je pense que si on est vraiment dans la niche, ça peut être quelque chose qui est très intéressant de leur côté. Et en France, on a des sociétés d'auteurs aussi, comme par exemple comme l'ADHGP qui vont aider, aiguiller les auteurs à récupérer leurs droits aussi, par exemple. Il y a plusieurs systèmes comme ça qui existent. Et une dernière question avant qu'on termine. Non, pas d'autres questions? Bon, eh bien, on va se quitter sur ce sujet. Je vous remercie à tous les trois. Merci beaucoup et merci à vous, au public. Merci.